Et bah déjà, bonjour à tous. Je suis très content de vous voir tous ici aujourd'hui et d'avoir autant de monde devant moi. C'est la première fois que je fais un speech devant autant de monde, je pense. Ça a toujours été des petits comités dans mon entreprise ou alors dans des petits talks entre amis, mais enfin, jamais devant un amphi. Donc, si je bégaye, si je dis des choses qui ne sont pas cohérentes, je vous remercierai d'être indulgent avec moi. Et voilà. Alors, on va commencer. Je m'appelle Kevin Jean. Donc, si vous mettez ça à l'envers, ça fait Jean-Kevin. Donc, je vois des sourires, je vois des gens qui rigolent un petit peu. Oui, c'est rigolo. Non, mes parents n'ont pas fait exprès. Donc, et pour ceux qui ne rigolent pas, je vous laisserai faire vos recherches un petit peu sur Google. Vous mettez Jean-Kevin Minecraft ou Jean-Kevin Noob, et je pense que vous trouverez votre bonheur. Donc, je m'appelle Kevin Jean. Je travaille chez Zenica. Voilà pourquoi j'ai mon petit polo rouge qui se reconnaît assez bien chez nous et pour ceux qui viennent en convention. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de Zenica. Je vais parler de Wolfie. Alors, Wolfie, c'est une entreprise qu'on a montée avec des amis. Et c'est aussi un jeu vidéo sur lequel je travaille mes soirées, mes nuits. Et on va en apprendre un peu plus sur Wolfie avec vous. Déjà, pour avoir voir un petit peu qui connaît Wolfie ici. Est-ce qu'on peut avoir des mains un peu levées? Donc ouais, une petite dizaine de personnes. Donc je suis heureux de voir qu'il y ait des gens qui connaissent Wolfie. J'espère que vous avez joué, j'espère que vous avez apprécié votre expérience chez Wolfie. Et donc pour les autres, qu'est-ce que Wolfie? Donc Wolfie, on va résumer ça assez rapidement. Wolfie, c'est une adaptation web immersive du jeu de société Le Loup-Garou. Alors, maintenant, je vais redemander à lever les mains. Qui connaît le jeu de société Le Loup-Garou? Ok, là, on est mieux, là. Je pense qu'à peu près tout le monde ici connaît Le Loup-Garou sur table, le fameux jeu où on a deux camps, les villageois, les loups-garous, et le but, c'est de s'entretuer. Souvent, ça part en bagarre, souvent, ça part en gens qui trichent et qui regardent un petit peu la nuit, voir si les loups-garous se réveillent. Bon, l'idée ici, c'est de reproduire un petit peu cet effet jeu de société, mais sur le web, et de pouvoir jouer avec des gens aux quatre coins du monde, c'est-à-dire de jouer potentiellement avec des inconnus. Alors, Wolfie, enfin moi et mes collègues, on n'a pas inventé l'eau chaude. Le loup-garou en ligne, ça existe, et il y a un site qui s'appelle Le Loup-Garou en ligne, qui, du coup, permet de jouer au loup-garou en ligne. Voilà. Bon, pour les intimes, ça s'appelle LGEL. Alors, ici, je pense que vous pouvez voir comme moi que c'est très moche. Je pense. Bon, après, c'est un humble avis. C'est mon avis un petit peu de développeur et pas du tout de designer, parce que moi, je ne ferai pas des aussi belles interfaces. Moi, ça se limite à des carrés et des ronds. Mais voilà, bon, cette interface est un peu vieillotte, du coup, moi et mes amis qui jouons au loup-garou, on s'est dit, bon, pourquoi pas essayer de refaire un petit peu ce site, enfin, de reprendre ce concept et de le mettre un petit peu au goût du jour. Faire une plus belle interface, une meilleure expérience utilisateur, et pourquoi pas s'amuser un petit peu avec des technologies récentes, Kubernetes, Docker, React, Node, enfin, voilà. On a voulu se dire, allez, pourquoi pas, faisons un petit peu ce qu'on veut. Et c'est comme ça qu'est né Wolfie. Wolfie, donc, décliné en deux plateformes. La plateforme ici web. Donc ici, vous avez l'interface d'une partie. Donc sur la droite, on a le chat ici, sur lequel les joueurs vont pouvoir discuter et dire « toi, t'es loup-garou, toi, t'es pas loup-garou » et essayer de buter, de se buter les uns les autres. Hein, on va pas se cacher, c'est le but du jeu. Et sur la gauche, vous avez les joueurs qui sont représentés via des avatars. Et globalement, c'est sur ça qu'on base notre business model, c'est-à-dire qu'ici, on permet aux joueurs de s'habiller un petit peu comme ils le souhaitent, monnayant un peu de monnaie.
faut pas se le cacher. Voilà, donc ça, c'est le site en jeu. Et ici, vous avez l'application mobile, donc qui est la même chose que le jeu web, mais adapté pour le mobile. Bon, l'application mobile, c'est pareil, on s'est amusé, on a fait ça en Flutter, c'était rigolo. Et on a plutôt apprécié notre expérience Flutter. Je ne sais pas si des gens ici connaissent un peu Flutter et l'utilisent au quotidien, mais je pense que c'est une bonne plateforme de développement. Alors, suite. Alors, l'équipe. L'équipe, déjà, il y a moi, développeur full stack. Enfin, on peut dire développeur couteau suisse, comme mon collègue Nathan, c'est-à-dire qu'on s'occupe du développement du front, du développement du back, du développement de l'infrastructure, de tout ce qui va être commerce, tout ce qui va être gestion des paiements, enfin, on fait la totale stack possible d'une entreprise. On a notre fameux UX, UI designer, du coup ici Simon Lucas, qui est le génie derrière Wolfie pour moi, parce que franchement, sans lui, Wolfie ne marcherait sûrement pas aussi bien et il ne serait sûrement pas aussi beau. Donc voilà. C'est un petit spécial merci pour lui. Notre illustrateur, Arthur, qui nous fait nos fameux skins, qui permet un petit peu de rentabiliser notre site, notre community manager Axel, notre responsable modérateur Valentin et nos 11 bénévoles modérateurs qui s'occupent du coup de la modération du jeu. Voilà, on a à peu près posé les bases de Wolfie. Enfin, je pense qu'on a posé les bases de Wolfie. Bon, c'est pas pour ça que vous êtes venus aujourd'hui, mais il fallait que je repose ces bases. On va passer un petit peu à la suite. Alors, Wolfie est le fameux 2000 à 20 000 joueurs que vous avez vu, et c'est pour ça que vous êtes venus aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai encore un peu d'explication à faire. Alors, Wolfie, fin 2019, on était à peu près à 500-600 joueurs par jour. C'était raisonnable, c'était une bonne moyenne pour nous, on était contents. Et là, je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, c'est un pur hasard. Mais fin 2019, c'est popularisé le jeu du loup-garou. Beaucoup de streamers, donc les gens ici sont peut-être à l'aise avec tout ce qui est Twitch, YouTube, enfin, je pense qu'on est tous à peu près à la page. Et les streamers, fin 2019, se sont mis à jouer à des jeux de rôle de type loup-garou, soit via la parole, soit via LGEL, notre concurrent, soit même sur Wolfie, directement. Ah, petite coupure micro, mais c'est parti. Voilà. Donc, on a eu des petits streamers qui sont venus jouer. Ça nous a augmenté un petit peu notre popularité. Donc ici, vous pouvez voir qu'on est passé un petit peu de 600 joueurs à pratiquement 1000 joueurs, à peu près dans ces eaux-là. Et l'une des grosses choses qui nous a fait monter en puissance, on va dire, c'est l'arrivée de Squeezie un petit peu dans le game. Donc Squeezie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier YouTuber de France maintenant. À l'époque, il était deuxième derrière Cyprien. Donc Squeezie, à l'époque, on a essayé de faire un petit partenariat avec lui pour qu'il joue à notre jeu et qu'il puisse un petit peu démocratiser Wolfie auprès de sa communauté. On s'est pris un nom, parce que pour lui, Wolfie, c'était pas assez dynamique, c'était pas assez streamable. Et donc, il a décidé de monter sa propre plateforme. Donc, en fait, il a créé un Minecraft loup-garou. Donc, c'est-à-dire qu'il jouait au loup-garou dans Minecraft. Ça a plutôt bien marché, c'était très cool son jeu. Le seul souci qu'on a eu, nous, Wolfie, c'est que plusieurs des rôles qui ont été incorporés dans son Minecraft loup-garou venaient directement d'idées qu'on avait conçues. Et donc, on n'était pas très contents, on va dire ça comme ça. Et donc, on a demandé à être au moins crédité lors d'un stream. Et Squeezie, je pense, ne sachant pas trop quoi dire et en étant un peu perdu, il nous a remerciés. Il a dit merci Wolfie pour les rôles qu'ils ont créés. Wolfie, c'est un wiki du jeu vidéo. Donc bon, on était un peu loin de la réalité de ce qu'était Wolfie. Bon, on a eu quand même un merci, donc on s'en est contenté, mais bon, c'était un peu triste. Bon, ça n'a pas empêché qu'avec tout ça, ça a popularisé le type du loup-garou. Et derrière ça, il y a eu d'autres streamers qui sont arrivés, comme Magla ou Gilles, que j'affiche ici, ou Locklear, qui sont des streamers assez célèbres sur la plateforme Twitch, qui ont continué de jouer
au loup-garou et qui ont joué surtout à Wolfie. Et c'est ce qui nous a fait monter un petit peu en puissance en début d'année. On est arrivé à pratiquement 1500 joueurs, ouais, c'est ça, connectés par jour. Et pour nous, c'était déjà un gros succès, une grosse réussite. Hein. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je pense que ça va parler à tout le monde. Le 17 mars 2020. Alors, qu'est-ce qui se passe le 17 mars 2020 ? Le confinement. Alors, j'ai pas entendu ce qui s'était dit là-bas. Fermeture des bars, oui, bah, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais non, c'était le confinement, et du coup, par pur hasard, enfin, sûrement par bouche à oreille, on ne saurait pas comment l'expliquer, mais Wolfie a explosé lors de ce confinement. On est passé de 1500 joueurs à pratiquement 5000 joueurs le deuxième jour, à pratiquement 10 000 joueurs le quatrième jour, à pratiquement 15 000 joueurs par ici, là, le sixième jour, et après, il n'y a plus de stats. Alors, il n'y a plus de stats, déjà parce qu'il y a eu des crashs, hein, on ne va pas se cacher, mais il y a plus de stats parce qu'on a perdu des données, surtout. Hein, sur le moment, on avait quand même des stats, on arrivait à monitorer notre infra, mais ce n'était pas tout à fait ça. Bon, il faut se dire que par ici, dans le tas, quelque part, on est arrivé à un pic de 22 000 joueurs, au maximum. Ce qui était énorme, et comme vous avez pu le lire dans le titre, et ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. On n'a pas réussi à prendre de 2 000 à 20 000 joueurs sans écoper de problèmes divers et variés. Ici, vous pouvez aussi voir hein, l'explosion des inscriptions. Hein. On était sur une base très linéaire, qui n'accélérait pas beaucoup. On était à 250 000 inscriptions, et là, on a explosé à plus d'1 million d'inscriptions. Enfin, c'était n'importe quoi. Bon, maintenant, passons aux divers problèmes que moi et mon équipe avons dû faire face lors des premiers jours de confinement. Alors, voici les 4 principaux problèmes auxquels nous avons dû nous confronter. Donc, le premier problème, c'était les CPU et la RAM de nos machines qui étaient à 100%. Bon, ça, c'est à peu près logique quand on multiplie le trafic de 2000 à 20 000 joueurs. On avait une database saturée, ça, c'était pas prévu. Bon, on a eu des DDoS, ça non plus, c'était pas prévu. Et on a eu notre réseau complètement saturé, et c'était pas prévu. Bon, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les pourquoi, du comment, et comment on a réglé les différents soucis qu'on a eus. Bon, la première chose, c'est le CPU et la RAM à 100%. Bon, ça a été plutôt simple. Il faut savoir, comme je l'ai dit un petit peu au début, que Wolfie, quand on l'a créé, on s'est un petit peu amusé. Donc on a essayé de faire ça avec des nouvelles technologies, des trucs un peu sympas. Et donc on a été intelligent, on s'est dit, tiens, on va faire ça dans le cloud. Et on va faire ça sur Kubernetes, avec des conteneurs Docker, enfin, ça va être trop bien. Donc, Public Cloud OVH, on prend l'offre Kubernetes as a service, on est plutôt content, ça marche bien. Je ne sais pas s'il y a des gens d'OVH ici dans l'assemblée. Ah, non. Ils sont dehors, bah dommage. Voilà, c'était leur petite pub, mais bon, c'est pas grave. Donc, on prend cette offre. Et là, ça nous sert bien parce que nos 3 pauvres machines qui tenaient 2000 joueurs, bah maintenant, il faut en tenir 20 000. Bon, la chose qu'on fait, hein, c'est simple, enfin, c'est bête et méchant. On ajoute 10 nouveaux serveurs. On n'a pas regardé le coût, hein, on a juste fait ajouter, 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 ajouter. Donc, jusqu'à ajouter un maximum de machines. Et nos services, donc nos conteneurs Docker, on en avait 8 à la base, on en met 32. Allez, hop, ça part. Alors, va savoir 32, je ne sais pas pourquoi. On a sûrement fait des itérations, hein, mais au bout d'un moment, ça arrivait à 32. Bon, du coup, avec ça, ça tenait la charge. Et là, on était plutôt content. Sauf que derrière ça, on a saturé notre base de données.
Alors, on l'a saturé un petit peu de plusieurs façons. La première chose, c'est que notre base de données, Postgre, est montée de... alors bon, là, c'était déjà monté. Hein. Normalement, elle était à 1, 2 CPU. Elle est montée à 3000%, ce qui est égal à 30 CPU. C'est énorme. On n'a pas compris pourquoi. Ça a explosé. Et tout simplement, les requêtes qui mettaient, elles, d'habitude quelques millisecondes à se faire, mettaient maintenant plusieurs secondes, et donc c'était injouable pour les joueurs. Et c'était c'était infernal d'arriver sur la page d'accueil du site aussi. Petite histoire, notre infrastructure, du coup l'infrastructure Wolfie, notre Postgre, on a fait le choix de le mettre sur Kubernetes. Bon, on l'a mis dans le cluster. Était-ce une bonne idée? Non. Mais on a fait avec. Bon, la première mauvaise raison que je vois, moi, pour pas mettre PostgreSQL dans un cluster, c'est que on peut plus mettre à jour le cluster sans faire un down. Ça, c'est dommage. Ça enlève l'intérêt d'avoir un cluster Kubernetes. Bon, maintenant, repassons à pourquoi nos CPU s'emballent et qu'est-ce qui se passait un petit peu en arrière-plan. Donc, prenons notre joueur lambda ici, qui s'appelle Alex. Alex a tendance à envoyer des messages à nos différents services ici, qui s'appellent Web. Donc, il joue, il envoie des messages, il fait sa vie sur le site, comme les 20 000 autres joueurs qui sont connectés sur nos différents services, donc les fameux 32 services web qu'il y a. Et ces 32 services web tabassent tous notre pauvre base PostgreSQL, qui était limitée à... qui est passée à 3000% de CPU, donc c'est-à-dire 30 cœurs, et qui montait à 64 Go de RAM. Enfin, il a tabassé en écriture, en lecture, et au bout d'un moment, ça faisait une queue de requêtes, qui faisait que les requêtes, en fait, qui arrivaient, les requêtes d'il y a 1 minute n'avaient toujours pas fini, qu'il y avait de nouvelles requêtes qui arrivaient, et ainsi de suite, et les requêtes tombaient en timeout, au bout d'un moment. Bon, c'était pas très sympa, ça nous arrangeait pas, et ce qu'on a vu, c'est qu'on avait des problèmes de pool, et on avait aussi des problèmes de lecture-écriture sur notre base. Parce que, du coup, l'écriture bloquait les tables, les lectures ne pouvaient pas se faire. Et quand l'écriture finissait, les lectures passaient, mais il y avait d'autres écritures qui arrivaient entre-temps, et du coup, il y a toutes les lectures qui attendaient, enfin, ça devenait un gros bordel. Bon, la première chose qu'on a fait, ça a été d'essayer de rajouter un PG bouncer ou un PG pool devant notre base de données, histoire d'éviter les ouvertures-fermetures intempestives de sockets entre du coup, nos services et la base, et de limiter un petit peu l'impact sur notre base de données. Ça a marché un petit peu, mais vraiment un petit peu. Hein. C'était pas la solution, finalement. Bon, la solution qu'on a mis en place, je ne sais pas si c'est la bonne, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais ça marche. Ça a été de rajouter une nouvelle base de données. Donc, on va parler dans des termes un peu plus gentils, parce que master-slave, c'est plus vraiment autorisé maintenant. Donc, on va dire follower et... c'est quoi l'autre mot déjà? Leader, yes. Alors, du coup, on avait 2 bases de données, une base leader et une base follower. Bon, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces notions, c'est-à-dire que la base leader autorise les requêtes SQL d'écriture et de lecture. Par contre, la base follower, elle, n'autorise que les requêtes de lecture. Ça va? Ça a l'air. Donc, l'intérêt, c'était que toutes nos requêtes de lecture, parce que globalement, Wolfie, c'est beaucoup de requêtes de lecture, très peu d'écriture, toutes nos requêtes de lecture passaient sur la nouvelle base qui, elle, n'était pas bloquée, du coup, par les écritures. Et ça a désengorgé notre base de données. Et on était content. Sauf que ça n'a pas marché comme on voudrait. Maintenant, je vais ressortir un triangle
que certains ici connaissent sûrement, qui est le CAP, le Consistency, Availability et Partition Tolerance. Excusez-moi pour mon anglais. Donc, l'idée, c'était qu'avant, on était très consistant parce qu'on n'avait qu'une seule base. Le souci, c'est qu'en rajoutant une nouvelle base, eh ben, on a perdu notre consistance pour de la disponibilité. Sauf que nous, en tant que Wolfie, eh ben, ça nous a créé des problèmes. Parce que, imaginons, moi, je suis le joueur, je suis un joueur, je crée ma partie, je fais une partie avec mes amis, et ensuite, nous, on a un petit bouton qui est sympa, qui est partie suivante, pour directement en partie, pour passer à la partie suivante avec ses potes. Bon, moi, je clique sur le bouton partie suivante. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée en base de données une ligne avec la nouvelle partie. Et du coup, moi, je rejoins cette nouvelle partie, et mes potes, quand ils cliquent sur partie suivante, ils me rejoignent aussi. C'est logique. Et ben, le problème, c'était que moi, j'écrivais bien partie suivante en base de données, j'allais dans la nouvelle partie, mes potes, ils cliquaient sur partie suivante, ils étaient en lecture, du coup, ils étaient que sur la base follower. La base follower n'avait pas encore reçu l'écriture de la base leader, ce qui faisait qu'ils ne voyaient pas la nouvelle partie, et ils se prenaient des 404. C'était embêtant. Bon, alors là, peut-être que des gens ici auraient eu une meilleure solution que la mienne, et sûrement parce que franchement, c'était dégueulasse. La seule solution qu'on a vue, ça a été de mettre des retries. En fait, on avait une boucle qui faisait un retry de la requête 5-6 fois, et si la donnée n'était pas là au bout de 6 fois, bon, on se disait, bon, la donnée n'était vraiment pas là. Donc là, on peut afficher une 404. Bon, j'ai vu des sourires, j'ai vu des gens qui rigolaient un petit peu, mais ça marchait. Bon. La base de données, c'est presque fini. Bon, à la suite de tout ça, notre base de données, elle était en meilleur état, pas tout à fait encore optimisée. Du coup, on a décidé de déjà revoir un petit peu notre schéma, parce que la première chose qu'on voit dans ces cas-là, c'est les problèmes de requête, les problèmes d'index. Donc, on a vu avec PG Statement, je ne sais pas si vous connaissez l'outil, c'est un outil de monitoring de requêtes. Cet outil de monitoring nous a dit, voici les requêtes qui sont le plus jouées, voici le temps qu'elles s'exécutent. On a regardé, on a dit, OK, il nous faut un index là, 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 et on a rajouté un maximum d'index. Bon, ça a été une très bonne solution, ça a fluidifié un petit peu la base de données. La deuxième chose qu'on a faite, qui a été très importante, même, je dirais pas la plus importante, mais qui a été nécessaire, c'était la mise en cache d'un maximum de données. Reprenons Wolfie. Je vous ai dit tout à l'heure que Wolfie, on avait des avatars. Ces avatars, on peut les habiller avec des vêtements. À ces vêtements, notre designer, il aime bien dessiner, et du coup, il y a à peu près 2000 éléments de vêtements. Ça commence à faire. Ces 2000 éléments de vêtements, c'est des morceaux de SVG mis bout à bout. Et du coup, ça pèse lourd. Enfin, ça pèse assez lourd. Le souci, c'est que chaque joueur, quand il se connecte sur son vestiaire de vêtements, enfin, sur sa, comment on peut dire, sur sa penderie, lorsqu'il se connecte dans sa penderie, il télécharge les 2000 éléments. Vous multipliez ça par 20 000 joueurs. Et ben, ça fait des grosses requêtes. Et ça fait des requêtes très lourdes, qui passaient tout le temps par la base de données. Alors que ce n'était pas nécessaire, parce que les vêtements, ils ne bougent pas. Enfin, ça reste les mêmes vêtements. Il y en a peut-être un ou deux de nouveaux de temps en temps, mais les vêtements n'ont pas besoin d'être requêtés à chaque fois. Donc, ce qu'on a fait, et ce qui est plutôt logique, hein, c'est de dire que dans nos services, on stocke nos 2000 vêtements directement dans le service. Comme ça, ça ne repasse pas par la base de données à chaque fois. Voilà, ça a limité l'accès à notre base de données. Et on a fait ça pour plusieurs objets qui étaient immuables, enfin qui n'avaient pas d'intérêt à bouger. Et ça a globalement diminué la charge de notre base de données. OK. OK. Bon, j'ai rien oublié, c'est plutôt cool. Alors, maintenant passons à la partie DDoS. Alors, DDoS, c'était mes premiers DDoS. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent un petit peu dans la sécurité ou pas, mais pour moi, c'était un petit peu mystique, cette partie-là.
Et c'était surtout qu'on recevait des DDoS de joueurs directement, hein, parce qu'on a réussi à retrouver des conversations de joueurs qui disaient « Ouais, je vais DDoS ma partie, comme ça, personne pourra gagner ». Donc on se prenait des dénis de service, enfin c'était n'importe quoi. Il y avait des... Bon, l'avantage qu'on avait, c'était que comme on était sur Kubernetes, lorsqu'on se prenait un DDoS sur un service en particulier, bon, bah, il crachait, mais il se rallumait juste après. Bon, le souci, c'est qu'un service qui crache, bon, c'est pas toujours joli, quoi. Surtout lorsqu'il y a une partie dessus et du coup que la partie elle est perdue. Enfin, que la partie est annulée, plus simplement. Donc, la première chose qu'on a faite, bah, ça a été d'activer les services anti-DDoS d'OVH. Bon, ça n'a pas été très concluant, hein. Ça ne protège pas grand-chose en vrai. Là, ça tire à balles réelles. Hop là. Donc, la deuxième chose qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle un rate limit avec notre reverse proxy qui est Traefik. Des gens connaissent Traefik par ici ou pas du tout? Ok, ouais, c'est limité. Si je dis NGNX, ok. Bon, j'ai l'impression que j'ai à peu près globalisé la salle. Sinon, il y a quoi d'autre? Non, c'est pas Apache, c'est HAProxy. Là, Iteroshi, j'ai entendu. Oula. Ça parle de noms un peu bizarres là-bas. Bon, avec notre Traefik, on a mis en place un rate limit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le rate limit, c'est un concept où on va dire un utilisateur ne va pas pouvoir faire plus de X requêtes par seconde, par minute, par heure. Tout dépend un petit peu comment c'est configuré. Donc là, l'idée, c'était de dire, bon, bah, mon utilisateur, il ne fait pas plus de 5 requêtes par seconde parce que sinon, ça commence à faire beaucoup. Il y a eu plusieurs limitations à ça. Alors, la première, c'était que bah, les joueurs, ils sont un peu nerveux. Quand l'interface a bug un petit peu, quand l'interface est un peu lente, ils ont tendance à refresh. Et bah, du coup, ils tombaient en rate limit. Ils se tapaient la grosse page. Attention, vous spammez un petit peu trop Wolfie. Bon. On a eu plusieurs plaintes, c'était un peu embêtant. On a du coup essayé d'augmenter le rate limit, sauf que ça protégeait plus des DDoS au bout d'un moment. La deuxième chose, c'était que ce fameux rate limit était sensible à tout ce qui est slow DDoS. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Un slow DDoS, en fait, c'est un tout petit trafic qui va être balancé sur vos machines, mais de manière très ciblée, jusqu'à ce que la machine tombe. Et globalement, en fait, un rate limit ne va pas le voir parce que ce n'est pas un nombre de requêtes très conséquente. Et c'est souvent fait sur plusieurs machines à la fois. Et la troisième chose qu'on avait, c'était bah, que du coup, vu que c'était nos trafics qui prenaient ce fameux DDoS en pleine poire, et que c'était lui qui le mitigeait grâce au rate limit, et bah, nos trafics, ils explosaient les CPU, ils explosaient la mémoire RAM, enfin c'était n'importe quoi aussi. Bon. Du coup, au grand moyen, les grands remèdes, on est passé directement sur Cloudflare. Voilà. Bon. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens contre Cloudflare ici. Je sais que ça fait un peu débat. Il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Et bah, nous, en tant que Wolfie, c'était plutôt un sauveur, on va dire ça comme ça. Parce que, franchement, on est passé sur Cloudflare et on n'a plus vu aucun DDoS sur notre infra. Donc ça, c'était plutôt cool. La petite chose que j'ai rajoutée quand même sur Cloudflare, ça a été de blacklister certains pays, parce que va savoir pourquoi, il y a certains pays qui étaient plus à même d'avoir des zombies que d'autres. Donc bon, je me suis vu blacklister des pays que je ne connaissais même pas, qui étaient perdus au fin fond de l'Afrique, potentiellement. Enfin, c'était très bizarre. Mais au moins, ça nous a aidé à mitiger la plupart des DDoS. Je vais boire un coup parce que c'est vrai que je débite depuis tout à l'heure et j'ai pas encore bu. Donc. Ok. Passons à la dernière partie, qui est la partie la plus importante ici. Ça a été le problème de réseau saturé. Donc,
ici, je vais passer un petit peu cette slide. Et je vais vous parler de notre réseau. Notre réseau, au moment du confinement, au moment où on est arrivé à 20 000 joueurs à peu près, on est arrivé à peu près à 15 gigabits par seconde de données qui transitent sur notre réseau. Ce qui est énorme, je pense que les gens qui sont un peu dans le réseau s'en rendent compte. Et il faut savoir que ces fameux 15 gigabits ici qu'on voit, eh bien, c'était la limite théorique qu'on avait le droit chez OVH. Parce qu'en fait, on avait une douzaine de serveurs chez OVH. Et chaque serveur n'avait le droit qu'à 1 ou 2 gigabits par seconde en fonction de la marque qu'on avait acheté. Ce qui faisait qu'au total, on était vraiment limité à 15 gigabits par seconde par OVH. Donc en fait, on avait un réseau lent. Nos requêtes ne partaient pas parce que le réseau n'autorisait pas nos requêtes à partir. Donc on a eu des problèmes face à ça. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, on n'a rien fait pour que le réseau il explose comme ça. Et là, ici, sans spoiler la réponse, eh ben, c'est après qu'on ait corrigé le problème de réseau. Donc il y a toujours 20 000 joueurs entre les deux. Donc on a quand même divisé par 6 notre réseau, ce qui est plutôt pas mal. Donc, il reste 18 minutes. On peut continuer, je peux vous montrer la solution, je pense. Ouais, c'est intéressant, non? Peut-être. Bon, alors, reprenons notre fameux Axel ici. Mais non, pas Axel, Alex. Mais oui, Alex, que dis-je? Alors, notre fameux Alex, il veut envoyer coucou à sa copine ici. Et donc, Axel, Alex, Alex, du coup, envoie coucou sur son service Web 2. Bon, le souci, c'est que sa copine, ici, elle est sur le service Web 1. Donc, il faut bien communiquer entre nos services pour passer la donnée. Pour ça, on a utilisé une technologie qui s'appelle le PubSub Redis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que des gens connaissent? C'est très limité. Bon, l'idée du PubSub, c'est-à-dire que c'est comme son nom l'indique, des services vont pouvoir publish dans Redis un message et d'autres services vont pouvoir subscribe au message. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va pouvoir transiter des messages entre services. Alors, notre fameux Alex envoie son coucou et son coucou est ensuite balancé dans notre cluster Redis. Hop. Et du coup, le cluster Redis récupère le message et le transmet aux différents services. Du coup, il transmet le message au service Web 1 et par chance, du coup, sa copine Alex ici est bien connectée à Web 1 et elle reçoit son message. Et je pense que vous avez vu une flèche qui est un peu bizarre, c'est que le service Web 3, il reçoit aussi le message. Il reçoit le coucou ici, alors que ce n'est pas nécessaire. C'est embêtant. Bon, pas très grave, mais embêtant. Donc, ici, on est content, sa copine, Alex, elle reçoit bien coucou. Maintenant, vous multipliez ce message, coucou, qu'on envoie dans Redis. Redis, lui, le renvoie aux 42 services web, aux 32. Enfin, là, j'ai mis 42. J'augmente toujours, c'est toujours plus spectaculaire comme ça. Donc, voilà. Donc, aux 32 services web, ce message coucou est envoyé aux 32 services web. Est-ce que vous commencez à voir venir le problème? Et ce fameux message coucou, vous allez le multiplier par 20 000 joueurs. Vous allez le multiplier pas par que des messages privés de type coucou, comment ça va, t'es beau, t'es belle, on s'en fiche. Il va y avoir aussi tous les événements de connexion, déconnexion d'un joueur, tous les événements de la personne a rejoint une partie, la personne a quitté une partie, la personne t'invite dans une partie. Tous ces événements transités par ce fameux Redis PubSub. Et donc là, vous avez les 15 gigabits de réseau qu'on a saturés. Tout est là. Alors, maintenant, comment on a réussi à régler ça? La solution a été d'abandonner Redis. Donc on a été des sagouins, on s'est dit, bon, Redis PubSub, ça marche pas très bien. On a décidé de passer sur RabbitMQ. Alors sur RabbitMQ, qui utilise RabbitMQ? Pas beaucoup, voilà. Bon, on n'utilise peut-être pas les bonnes solutions, mais ça marche, je vous promets que ça marche. Alors,
Sur RabbitMQ, on a ce qu'on appelle des routing keys. Donc en fait, ces routing keys, ça va permettre d'envoyer des messages à certains services en particulier. Donc là, l'idée, c'est que notre fameuse utilisatrice, que j'ai appelée ici Luna, lorsqu'elle va se connecter à Web1, elle va dire, enfin, Web1 va dire à RabbitMQ, j'écoute tous les messages qui ont la routing key user.luna. OK. Donc maintenant, reprenons notre fameux Alex ici, qui envoie coucou à Luna. Et bah ici, Web2, il va envoyer le message à RabbitMQ, le message coucou, sauf que là, on a été intelligent. On indique à RabbitMQ que la routing key, bah, c'est user.luna, parce qu'on sait qu'on envoie le message à Luna. Et donc, grâce à ça, bah, RabbitMQ, qui lui aussi est intelligent, oups, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, que fais-je? OK, on revient en arrière. OK, c'est bon. Mais pourquoi ça a quitté le plein écran? Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Donc, ce fameux message qui a été envoyé dans RabbitMQ est maintenant redirigé uniquement sur le service web 1 et non plus sur les 32 autres services web, ce qui permet de diviser la charge du réseau par 6. Donc là, on voit un petit peu l'impact que ça a eu sur les CPU de nos services. Donc ici, on est passé de pratiquement 40 cœurs au maximum à une vingtaine de cœurs. Donc on a divisé par 2 l'utilisation de nos CPU, ce qui est plutôt pas mal. Toujours avec la même charge de joueurs. Hein. Il y a toujours 20 000 joueurs là sur cette période. Et on a divisé du coup notre réseau qui était de 15 gigabits par seconde à peu près 2,5 ici. Donc une division à peu près par 6. Voilà. C'était long. Ça a duré 45 minutes, ce qui est plutôt pas mal, je crois. Du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette présentation vous a plu. On a encore 12 minutes, donc on va faire une petite session de questions-réponses et ce sera sur tout ce que vous voudrez par rapport au Wolfie. Je suis ouvert aux questions. Dans cette zone-là, vous avez du coup votre zone de retour par rapport à cette présentation. Et cette zone-là, c'est un petit cadeau de Wolfie pour ceux qui ont le jeu. Si vous scannez ce QR code, vous aurez un t-shirt de la TNT, enfin de la Tour Tech, offert dans le jeu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a... Ouais, du coup, une question. Eh ben, c'est une très bonne question et je pense que je n'ai pas vraiment la réponse. C'est vrai qu'on pourrait se dire que le trafic aurait été divisé par 42. Après, on a du trafic qui n'est pas lié que à ces notifications. On a tout ce qui est trafic base de données qui, lui, n'a pas été divisé. Le trafic qui va être de partie à partie, enfin tout le trafic WebSocket, tout le trafic web qui, lui, va rester constant. Enfin, on a des choses qu'on n'a pas pu diviser, globalement. Oui. C'est aussi vrai. C'est aussi vrai. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne réponse aussi. On n'était sûrement pas à 15 gigabits. On était sûrement au-dessus des 15 gigabits que nous allouait OVH. Yes. On avait 6 instances Redis, donc, parce que le cluster Redis, c'est toujours un nombre pair, et il faut 3 masters au minimum, je crois, donc ça fait 6 instances Redis au minimum, alors que RabbitMQ, on est sur 3 instances qui sont répliquées. Donc non, on n'est pas sur le même nombre d'instances. Après, c'est plus vraiment la même technologie, donc je ne pourrais pas te donner un comparatif entre les deux technos, là, du coup. Alors, il y a 2 questions en même temps. Ouais, s'il te plaît. Comment vous avez géré la migration entre Redis et Alors, comment on a géré la migration entre Redis et RabbitMQ? On n'a pas eu de downtime. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé d'abord la technologie RabbitMQ sur nos clusters. Donc, il faut savoir qu'on a un cluster de test avant le cluster de production, parce qu'on essaie de faire les choses bien. Donc, on a notre cluster de test. On a déployé, du coup, cette technologie d'abord.
Et ensuite, on a juste déployé les mises à jour de nos services en utilisant RabbitMQ. En fait, on a eu une période de transition où les services acceptaient les deux, puis on a supprimé la partie Redis une fois qu'on savait que RabbitMQ fonctionnait très bien et remplissait ce que faisait avant RabbitMQ. Faisait avant Redis. Attends, il y avait une question derrière avant? Ouais. On n'y a pas pensé. On n'y a pas pensé, mais c'est vrai que on était en galère, hein, on va pas se le cacher. Lorsque ça arrivait, j'en ai pas trop parlé, mais il y a beaucoup de nuits où j'ai fini à 6, 7 heures, 8 heures du matin parce que j'étais en train d'essayer de trouver soit le bug, soit en train d'essayer là avec mon extincteur, de redémarrer les machines pour que ça fonctionne. Non, ça a été très compliqué. C'est vrai que quelqu'un qui s'y connaissait en infra aurait pu nous aider et aurait été peut-être meilleur à ce niveau-là que nous. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un Rex un petit peu sur ça. Hein. C'est pas faux. Mais oui, on ne serait pas contre l'arrivée d'une personne qui aurait des meilleures connaissances que nous en infra ou en architecture dans l'équipe Wolfie. Ouais. Alors la mise en cache, on a été beaucoup plus, pas vraiment sale, mais on l'a carrément fait au niveau service, la mise en cache. C'est-à-dire que dans notre code Node.js, dès qu'il démarre, il télécharge la liste des skins, il la stocke dans un objet et on réutilise cet objet tout le long de la durée de vie de notre service. Ça fonctionne très bien. C'est pas très beau, mais ça fonctionne. Oui. Non, les serveurs web ne sont pas stateful. Je ne sais pas pourquoi tu as eu cette sensation. Alors, du coup, ils ne sont pas stateful. C'est juste que lorsqu'une personne va se connecter au cluster Wolfie, il va être redirigé sur l'un des différents services, web. En fait, sa socket va se connecter à un service web. À ce moment-là, à partir du moment où il est connecté, tous ces échanges se feront avec ce service en particulier. Par contre, si ce service tombe, la socket est redirigée sur un autre service qui reprendra le relais. Ouais, il y avait des questions là-bas, c'est vrai que je ne vois pas beaucoup. Ouais. D'autres solutions? En vrai, on n'a pas éprouvé d'autres solutions. On a pensé à Kafka, mais on a hésité sur l'utilisation et on n'avait vraiment pas assez de connaissances sur ça. Franchement, je ne me voyais pas m'embarquer dans un Kafka qui a l'air assez lourd, enfin, sans mes connaissances. J'avais fait un peu de RabbitMQ auparavant, du coup je me suis dit, bon, c'est la solution la plus simple à mettre en place parce que je m'y connais déjà un petit peu. Après, c'est vrai qu'il y avait sûrement d'autres solutions qui étaient plus à même à répondre à notre besoin. Est-ce qu'il y a des questions? Yes. Alors, la première galère jusqu'à la dernière, si je remets mes diapos, je te dirais... tac, 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 tac. Je te dirais que ça a fini par ici. Lorsqu'on a réussi à récupérer les stats. Donc, c'est-à-dire en mai, le 1er mai, quoi, à peu près, quoi. Donc, ouais, on a eu un mois et demi de galère, globalement, où on a pleuré du sang toutes les nuits. Parce que là-dedans, il y a eu du coup le passage de PostgreSQL avec le master slave. Enfin, on a fait tout petit bout par petit bout. Du coup, c'est long. Et il faut savoir que moi, comme mes amis, on est bénévole entre guillemets sur ce jeu. Enfin, on n'est pas à plein temps dessus. Ce qui fait que moi, j'y travaille que mes soirées. Donc, quand on passe que 3 à 4 heures sur un truc, enfin sur une solution, sur un besoin, et tout de suite, ça s'étale longtemps dans le temps. Donc, voilà, tout simplement. Oui. J'imagine que
Non, il y avait un minimum de services. Hein. Le site plantait vraiment lorsqu'on arrivait au fameux 21 000 là-haut, là, mais le jeu fonctionnait. Globalement, la journée, même la nuit, ça fonctionnait. C'était le soir, au niveau des pics, vers 19h, un petit peu avant 19h, je crois 18h et quelques. C'était sur ces gros pics de joueurs que là, vraiment, ça crachait, ou alors il fallait qu'on intervienne pour réduire le nombre de parties ou forcer les joueurs à se déconnecter. Enfin, ça demandait d'être là avec son extincteur et d'être là pendant 1 à 2 heures, histoire de voir que tout va bien, quoi. On n'était pas serein en fait sur notre infra à ce moment-là, mais elle fonctionnait. C'est ça, ouais. Ça a été exponentiel. Hein. Franchement, on peut le voir à peu près sur cette courbe. Ça s'est jamais arrêté. Hein. Après, ça s'est calmé après le confinement, mais pendant le confinement, ça a été impressionnant. Oui. Est-ce que vous avez réfléchi à revoir un peu l'architecture, on va dire des composants, et par exemple essayer d'adopter des patterns d'architecture réactive, justement avoir un flux plus asynchrone, événementiel? Ouais, on est d'accord. C'est un gros chantier qu'on essaye de mettre en place, qu'on essaye encore de développer. Donc, essayer de revoir un petit peu l'architecture de notre application. Parce que il faut savoir que Wolfie, c'était un petit truc qu'on avait fait entre potes, en étudiant. Donc, au niveau pattern, on n'est pas fou, hein, on va pas se le cacher. Au niveau code, bon, je vous le montre pas, mais il est pas très beau. Enfin, c'est pas clean code, hein, comme pour ceux qui aiment un petit peu cette partie-là. Non, il y a encore un gros travail qu'on est en train de faire sur Wolfie. Et le souci, c'est que vu qu'on y passe 2-3 heures, bah, tout de suite, ça prend du temps. Mais mon envie, ce serait d'essayer de faire quelque chose de complètement stateless sur Wolfie. Parce que tout à l'heure, comme tu disais, les services web sont stateless. Par contre, on a les services parties qui, eux, sont complètement stateful. Et ça nous pose problème. Question au fond. On a fait des limitations de joueurs. On a limité en fait le nombre de parties qui étaient disponibles, ce qui limitait le nombre de joueurs globalement. Le souci, c'est qu'on n'a pas limité directement le nombre de joueurs connectés sur la page d'accueil. Et la page d'accueil tabasse quand même pas mal la base de données. Donc là, c'est surtout sur cette partie-là que ça nous a posé problème. Alors, les coûts d'infra, c'est une très bonne question en vrai. Au niveau pour 2000 joueurs, on était quoi, à 250 €, je pense, au niveau de l'infra, quelque chose comme ça. Et ouais, quand on est passé à 20 000 joueurs, bah, vu qu'on est passé de 3 serveurs à je dirais une douzaine, j'ai plus le nombre en tête. Hein. Plus on a pris des meilleurs serveurs, enfin on a tout renouvelé. Je crois qu'on était à presque 1000 € d'infra, un peu plus même. Donc c'était pas mal, hein. Ça nous a pas mal coûté. Après, il faut savoir qu'on a eu des bonnes rétributions du confinement, donc on n'est pas à plaindre non plus. Est-ce qu'il y a... Il reste 1 minute 22, je pense qu'on a encore le temps pour 1-2 questions. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne question. Comment on l'a deviné déjà ? Je crois qu'on avait commencé, on avait mis des sniffers en fait de paquets au niveau de nos services nodes. On a essayé de vérifier un petit peu les échanges réseau, et c'est à ce moment-là qu'on a vu que des services web qui n'étaient pas concernés recevaient des paquets de nulle part entre guillemets. On se dit ils sortent d'où en fait ces paquets? Et c'est là où on s'est dit en fait ça envoie partout, et c'était... Et du coup, on a essayé de corriger ce problème. Enfin, on a corrigé ce problème, plutôt. Est-ce qu'il y a encore une question pour 30 secondes? C'est OK? Eh bien, c'est OK. Eh bien, je vous remercie tous.